Mesdames et messieurs, en tout premier lieu, permettez-moi de vous remercier pour votre présence en Amphifoche, comme sur les réseaux, puisque nous avons plusieurs participants en distanciel qui pourront poser leurs questions via le chat mis en place. Ce colloque sur le thème des enjeux des armées face au changement climatique est organisé par le CICDE, organisme de référence en charge du développement et de la diffusion de la doctrine militaire interarmée, de l'élaboration de la prospective opérationnelle et de l'animation du retour sur expérience. Je suis heureux par ailleurs de réinaugurer un mode présentiel, même s'il est encore limité à 35% de la capacité, permis très récemment par l'amélioration de la situation sanitaire. Ce mode, s'il peut effectivement être pallié partiellement par la diffusion vidéo, reste néanmoins irremplaçable de mon point de vue. Alors, pourquoi avons-nous tenu à organiser ce colloque? Je reprendrai évidemment, bien entendu, les arguments du CEMA. Aujourd'hui, nombre d'initiatives émergent pour anticiper et pour prendre en compte les conséquences diverses imputables au changement climatique auquel nous faisons face. Pour ne citer qu'elles, la feuille de route du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, le plan d'action climat de l'OTAN en cours d'élaboration, la stratégie du développement durable mentionnée par le CEMA, ainsi que la stratégie énergétique du ministère des Armées, ou la création d'un observatoire défense et climat piloté par l'IRIS. En effet, à tous les niveaux, politiques, sociaux, stratégiques, économiques, sécuritaires, de défense, ces effets négatifs sont malheureusement déjà perceptibles et risquent de s'amplifier encore un peu plus à l'avenir, générant ainsi de profonds bouleversements dans de très nombreux domaines, dont, bien entendu, celui de la défense. Il s'agit donc d'abord de bien comprendre pour être en mesure d'identifier les bonnes priorités ensuite. À cette fin, ce colloque réunit nombre d'autorités du ministère des Armées, que je remercie, et qui sont d'ores et déjà saisies de cette problématique pour envisager l'avenir et anticiper les actions à conduire. Il vise à faire un point de situation le plus global et le plus transverse possible, puisque tous les secteurs d'activité des forces sont concernés par les turbulences du changement climatique. Cela explique sa densité, mais il fallait être exhaustif. Aujourd'hui, nous allons donc partager nos clés de compréhension respectives et chercher à identifier collectivement les différents enjeux et défis que nous devrons relever. Grâce à nos débats, que je souhaite actifs et productifs, et surtout sans tabou, nous allons pouvoir tirer le meilleur parti des réflexions qui feront l'objet ensuite d'une étude que le CICDE Europe publiera avant l'été sur ce thème. Cette approche collaborative et multidisciplinaire contribuera d'ailleurs aussi à promouvoir la pensée militaire, le CEMA nous en a parlé, nous en a dit quelques mots tout à l'heure, très active et toujours très riche, mais peut-être insuffisamment connue et partagée. Je me réjouis donc de trouver dans notre auditoire des origines aussi diverses, variées et internationales. Il peut paraître étrange, voire surprenant, de considérer que le ministère des Armées puisse être directement concerné par les conséquences du changement climatique. Et pourtant, c'est bien le cas, et ce depuis plusieurs années déjà. D'ailleurs, je tiens ici à signaler à l'auditoire le rapport parlementaire d'information de M. Jean-Marie Fievé et Mme Isabelle Santiago, paru très récemment sur la transition écologique dans les armées, sujet plus large encore que celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui l'englobe bien évidemment et qui peut être consulté ultimement pour continuer à approfondir la question. Il existe en fait deux approches différentes à cette problématique qui feront toutes l'objet d'une table ronde dédiée. La première approche vient du constat que les armées ont une activité par nature importante, le CEMA l'a souligné, que ce soit pour les engagements ou l'entraînement, ce qui peut avoir un impact significatif sur l'environnement à plusieurs titres, et dans différents domaines. Infrastructures, consommation de carburants fossiles, préservation d'espaces d'entraînement en sont des exemples. L'impact qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui est donc celui du changement climatique, dont il faut rapidement maîtriser l'évolution, sous peine de ne plus pouvoir en contrôler les effets. Ainsi, les armées doivent, elles aussi, contribuer à diminuer leur empreinte sur l'environnement, mais sans jamais rien sacrifier de leur performance opérationnelle. Le CEMA a été clair sur ce point.
La première table ronde, sous la modération du sous-directeur de la prospective opérationnelle du CICDE, le colonel Franck, traitera donc de ce sujet particulier, l'adaptation et la contribution des armées pour lutter contre le changement climatique. Elle réunira 4 conférenciers, le sous-chef performance de l'état-major des armées, le vice-amiral d'escadre Malter au sujet de la stratégie énergétique du ministère, le sous-directeur de l'immobilier et de l'environnement de la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives, M. Dress, au sujet de la performance énergétique du ministère, un représentant de l'ingénierie des projets de la direction générale de l'armement, M. l'ingénieur Reptin, sur les conceptions des matériels, et enfin le général de brigade René Herfeld, directeur de la circulation aérienne militaire, sur le sujet de l'accompagnement du développement éolien ou de la fluidification du transport aérien. La deuxième approche concerne plus spécifiquement l'impact sécuritaire et de défense que va induire le changement climatique. À titre d'exemple, je peux citer la compétition agressive pour l'accès aux ressources, notamment aquifères, les nouvelles routes maritimes, l'immigration plus massive due à la désertification ou au contraire aux zones inondées, les phénomènes climatiques intenses. Tout cela peut mettre à mal la résilience des armées, leur résistance, leur capacité à durer, leur capacité à se reconfigurer, leur agilité. À ce titre, en tant qu'aviateur, je ne peux que me souvenir de l'intempérie soudaine de 2017 à N'Djamena, non prévue par les météorologues, qui a vu l'endommagement de nombreux aéronefs tchadiens ainsi que 2 de nos avions CASA 235. Ainsi, nos forces doivent s'adapter pour être prêtes à intervenir sans doute plus fréquemment et plus intensément au secours des populations. Pour les opérations extérieures, nos forces devront être aussi plus résilientes face à des environnements toujours plus rudes et exigeants. En outre, l'insécurité générale grandissante, déjà soulignée par l'actualisation stratégique parue cette année, et que l'insécurité climatique ne fera qu'aggraver, rend désormais de plus en plus plausible des engagements majeurs pour nos armées, éventuellement sous très faible préavis. Cela renforce donc la double nécessité, déjà exprimée à travers la loi de programmation militaire, d'un modèle d'armée complet et d'une modernisation continue de nos forces. Il faut noter par ailleurs qu'il existe aussi des opportunités à saisir grâce à l'innovation en matière d'autonomie et de mobilité de nos forces, par exemple. La deuxième table ronde, dont l'intitulé est « Conséquences du changement climatique en termes d'emploi des forces », réunira ainsi autour de M. Regaud de l'IRSEM, organisme sous tutelle de la DEGRIS, du ministère, 5 conférenciers. Le contre-amiral Hamelin, de la même direction, au sujet du contexte géostratégique dans lequel les armées auront à intervenir, le général de brigade aérienne Breton, officier général prospective et stratégie militaire de l'état-major des armées sur le sujet de l'adaptation de la stratégie des armées, le colonel Ponchin, de la division emploi de l'état-major des armées, au sujet de l'impact sur l'emploi des forces, le colonel Trican de la Goutte, de la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées, au sujet de l'adaptation capacitaire, et enfin le colonel Gindre, du Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise sous tutelle du ministère de l'Intérieur, au sujet de l'impact du changement climatique à 30 ans sur le territoire national. Il est temps que je cède sans plus attendre la place à M. Regaud de l'IRSEM, qui va nous introduire dans quelques instants le sujet du changement climatique de façon générale, ce qui permettra de poser la problématique, de partager les clés de compréhension et de préciser la sémantique préalable absolument nécessaire aux 2 tables rondes. Avant qu'il n'intervienne, je souhaite le présenter. Monsieur Regaud était chercheur à l'Université de Paris 1 avant de rejoindre la délégation aux affaires stratégiques en 1992, délégation qui existait avant la DEGRIS. Spécialiste des questions stratégiques sur l'Asie, il a occupé depuis plusieurs fonctions à la DAS, à la DGA et au SGDSN. Au cours des dernières années, il a été notamment adjoint du directeur chargé des affaires stratégiques, puis conseiller spécial du DEGRIS pour l'Indo-Pacifique. Et depuis 2020, il est délégué pour le développement international de l'IRSEM. Il continue à poursuivre des travaux de recherche sur l'Indo-Pacifique et la sécurité climatique. En effet, depuis qu'il a organisé la conférence internationale des ministres et hauts responsables de la défense sur les enjeux de sécurité du changement climatique en 2015, il reste très engagé dans ce domaine et dirige actuellement un ouvrage collectif portant sur les enjeux de défense du changement climatique. Il est donc tout indiqué pour nous brosser le tableau. Monsieur Regaud, je vous cède la place.
Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un grand honneur de participer à cette conférence, une vraie première, en cela qu'elle réunit à la tribune des représentants d'un grand nombre de services du ministère qui sont dans l'action, et non pas seulement des autorités politiques et militaires de haut niveau, comme lors de la conférence internationale dont le général vient de parler, celle que j'avais eu le plaisir d'organiser, l'honneur et le plaisir d'organiser en 2015 dans ce même amphithéâtre. Cela me permet de voir le chemin parcouru depuis et d'évoquer quelques idées sur celui qui nous attend. Si une grande majorité de nos contemporains sont désormais conscients de la réalité du changement climatique, bien peu le sont de son impact sur la sécurité et encore moins sur ses conséquences militaires et en matière de défense. Après la pandémie de Covid-19, que nous allons gagner, combat que nous allons gagner, le combat qui nous attend avec le changement climatique est également global, mais notre adversaire est encore bien plus puissant et ce combat n'est pas gagné d'avance. Certes, on ne combat pas le dérèglement climatique avec des armes, mais celui-ci, affectant puissamment et sur la longue durée notre planète et les sociétés humaines, il modifie l'environnement national et international dans lequel les forces armées sont amenées à évoluer et à remplir leur mission. S'il n'y a pas, ou pas encore, de guerre dont le déclenchement puisse être directement imputable aux conséquences du changement climatique, nous voyons déjà à quel point celui-ci affecte la sécurité personnelle, économique, alimentaire, sanitaire et environnementale, soit ce qu'il est désormais convenu d'appeler la sécurité humaine. Ce faisant, il ajoute à tous les maux qui fragilisent nombre de pays, notamment la pauvreté, la pression démographique, la mauvaise gouvernance, un nouveau facteur de risque susceptible d'aggraver des situations déjà fragiles, voire d'amplifier des crises au niveau national ou régional. Or, les militaires sont des acteurs majeurs dans la gestion des crises et en première ligne lorsque celles-ci dégénèrent en conflit. Le changement climatique n'est pas un problème pour après-demain ou pour la fin du siècle. Il affecte déjà notre sécurité, certes de façon différente avec des amplitudes variables selon les régions du monde, mais aucun pays n'y échappe et la situation ne fera que s'aggraver. Seule l'amplitude de cette aggravation est entre nos mains. Alors que la planète s'est réchauffée d'1 degré depuis l'ère pré-industrielle, les prévisions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, envisagent désormais un réchauffement global de 2 degrés au milieu du siècle et entre 3,5 et 5 degrés en 2100, sans un changement drastique et rapide de notre modèle de production et de consommation à l'échelle globale. Le modèle le plus pessimiste réalisé par Météo France, le CEA et le CNRS l'année dernière envisage même un réchauffement pouvant atteindre 6 à 7 degrés en 2100. Ainsi, la poursuite de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, environ 60% depuis 1990, questionne nos choix collectifs, d'autant que l'inertie du système climatique fait qu'un hypothétique arrêt brutal des émissions n'empêcherait pas une hausse des températures. Aussi faut-il, comme le fait le GIEC pour le climat, penser les conséquences sécuritaires du changement climatique de façon prospective et à différentes échelles. La carte du monde, qui est projetée actuellement à l'écran, ne donne qu'une image déformée des risques présents et à venir. Il faut voir le monde à l'échelle des pays et des sous-régions. Le dérèglement climatique entraîne les modifications profondes et progressives de notre environnement, mais aussi provoque ou augmente l'intensité et parfois la fréquence de brusques éruptions de violence de la nature. Parmi les phénomènes qui affectent la sécurité, on peut notamment relever plusieurs facteurs. D'une part, l'élévation du niveau des mers, peut-être d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Entre 1900 et 1990, le niveau de la mer a augmenté d'environ 1,4 mm par an. Mais selon le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère du GIEC en 2019, la vitesse d'augmentation du niveau de la mer était de 3,2 mm par an entre 1993 et 2015 et augmente encore puisqu'il augmente de 3,6 mm entre 2006 et 2015. Cette élévation de près de 20 cm met déjà en péril des îles à faible élévation, en particulier dans le Pacifique et l'océan Indien, par exemple dans les archipels des Maldives, des Kiribati
ou de Micronésie. Mais aussi, cette élévation va rendre les tempêtes violentes et les vagues submersions plus nombreuses et affecter aussi le territoire national. Rappelons que près d'1 milliard d'habitants vivent à moins de 10 mètres d'altitude et que la moitié de la population, la moitié de l'humanité, vit à moins de 100 km du littoral. Deuxième facteur, l'érosion ou la submersion des côtes qui conduisent à une pénétration des eaux salines dans les terres qui deviennent de ce fait impropres à la culture, comme on le constate notamment au Bangladesh, dans le delta du Nil ou du Mékong. L'accroissement des tensions hydriques, alors que la ressource en eau est déjà insuffisante dans de nombreux pays du fait de la croissance démographique et du développement urbain, agricole et industriel. Selon une étude récente du World Resources Institute, près d'un quart de la population mondiale vivant dans 17 pays vivent dans un état de stress hydrique très grave. Ils sont situés en Afrique du Nord, au Proche et Moyen-Orient, mais on compte également l'Inde, le Pakistan et bien d'autres pays comme le Turkménistan. L'eau et la terre sont d'ores et déjà des biens communs dont le contrôle et l'exploitation font parfois l'objet d'affrontements entre communautés dans certaines régions, notamment au Sahel, comme l'on voit entre les agriculteurs et les pasteurs. Il y a aussi des tensions interétatiques croissantes pour l'accès aux ressources des grands fleuves nourriciers comme le Nil, l'Euphrate, le Gange, l'Indus, le Mékong. Pensons également à l'impact alimentaire du changement climatique. La production céréalière au Sahel, par exemple, va baisser de 15% pour le blé et le sorgho et de 10% pour le mil d'ici 2050, du fait de la baisse de fréquence des pluies et de la hausse des températures, alors que dans le même temps, nous le savons, la population augmente rapidement au Sahel. Quatrième facteur, le réchauffement et l'acidification des océans. Celle-ci a augmenté de 30% en moins d'un siècle. Il provoque le blanchiment des récifs coralliens, principaux réservoirs de la biodiversité marine, et favorise la migration d'espèces halieutiques vers des eaux plus fraîches, affectant ainsi les ressources de nombreux pays sur le plan nutritionnel et économique. C'est le cas dans les océans Indien et Pacifique, ce dernier abritant près de la moitié des stocks mondiaux de thon, dont les pays insulaires tirent entre 10 et 80% de leurs ressources. Notons également le réchauffement des espaces continentaux, qui favorise l'expansion d'espèces invasives porteuses de maladies, la dengue, le chikungunya, le Zika, ou qui sont destructrices des espèces endémiques et des écosystèmes traditionnels. C'est déjà le cas en Europe, et notamment en France, où le moustique tigre, apparu en 2004, est désormais présent dans 58 départements métropolitains. L'impact sur la biodiversité du changement climatique est aussi important. Ce n'est pas le seul, mais il est très important. Qui connaît une crise, vous le savez, qui est majeure. Le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, a ainsi indiqué l'année dernière que plus d'1 million d'espèces végétales et animales sont aujourd'hui menacées. L'augmentation des événements climatiques de haute intensité est certainement le plus connu et le plus médiatisé des effets du changement climatique, car ils peuvent être spectaculaires, d'une violence extrême, et affecter des millions de personnes, comme ce fut le cas en Floride avec l'ouragan Katrina en 2005, aux Philippines en 2013 avec le passage du cyclone Haiyan, qui a causé la mort de plus de 6000 personnes. Selon une agence onusienne, les catastrophes naturelles ayant affecté le plus grand nombre d'êtres humains au cours des 2 dernières décennies sont par ordre croissant de gravité les feux de forêt, les glissements de terrain, les canicules, les tempêtes et cyclones, la sécheresse et enfin les inondations, ces dernières étant responsables de près de la moitié des victimes. Selon les compagnies d'assurance, le coût humain et matériel de ces catastrophes naturelles est en augmentation régulière. Au cours des 30 dernières années, ils ont fait en moyenne 50 000 victimes par an et 130 millions d'euros de dégâts. Cela est causé par le changement climatique, pas uniquement, et également du fait de l'augmentation de la population dans les zones exposées. Mais selon d'autres calculs, notamment de la Banque mondiale, à un caractère plus holistique, les catastrophes naturelles pousseraient chaque année 26 millions d'êtres humains dans la pauvreté et leur coût mondial annuel serait de l'ordre de 500 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la Thaïlande
ou de l'Argentine. Enfin, et le chef d'état-major des armées l'a signalé, le réchauffement climatique provoque en Arctique est particulièrement soutenu. Il est 2 à 3 fois plus élevé qu'au niveau global. La fonte des glaces également, qui sont très réfléchissantes, tout cela contribue à augmenter l'absorption de la chaleur solaire et par conséquent le réchauffement de la planète, mais aussi participe pour moitié à l'augmentation du niveau des océans, en sus du phénomène d'expansion thermique des océans dû au réchauffement. Certes, la fonte de la banquise ouvre la perspective de nouvelles routes maritimes, celle du Nord-Est, qui relie l'Asie du Nord à l'Europe de l'Ouest, en longeant la Russie. Elle pourrait être ouverte à la navigation toute l'année au milieu du siècle, doublant ainsi la route périasiatique passant par Suez et les détroits insulindiens. Il faut néanmoins se garder de penser à un simple effet de bascule, la navigation dans le Nord-Est devant rester longtemps dangereuse, économiquement moins intéressante et qui nécessiterait des investissements d'infrastructures absolument considérables. Elle ouvre également la perspective d'une exploitation des ressources minérales du continent bleu. Mais cet horizon économique aiguise aussi les convoitises de nombreux acteurs, même de la Chine, et crée de nouvelles tensions entre grandes puissances qui renforcent depuis quelques années leurs capacités militaires afin de protéger espace et voies de communication. Et cela, naturellement, nous concerne très directement. Tous ces phénomènes, qu'ils soient lents ou soudains, accentuent ou provoquent des mouvements de population, essentiellement au sein des pays affectés, mais constituent de puissants facteurs de long terme favorisant l'immigration régionale et internationale. La Banque mondiale estime ainsi que le changement climatique provoquera le déplacement à l'intérieur des frontières de leur pays de plus de 140 millions de personnes dans les régions d'Amérique latine, d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne d'ici le milieu du siècle. Enfin, la question se pose aussi du lien entre le changement climatique et les conflits. Alors demain, aurons-nous des guerres climatiques ? Lors d'un débat public ministériel sur les liens entre climat et sécurité organisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, Miroslav Janka, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, a déclaré en juillet 2020 qu'il n'y avait pas, je le cite, de lien automatique entre le changement climatique et les conflits. Ces propos reflètent le consensus actuel, tant académique que politique, sur les liens de causalité entre le changement climatique et les conflits armés. Néanmoins, le débat entre chercheurs se poursuit, certains considérant les conflits en Syrie, au Soudan ou en Somalie comme les premiers conflits d'origine climatique, ou au moins où les conditions climatiques ont joué un rôle essentiel dans le déclenchement ou la poursuite des violences armées. La raison de ce scepticisme est que sur le plan historique et au regard de l'ensemble des travaux de recherche sur les guerres à travers l'histoire, il apparaît non seulement que l'origine des guerres est multifactorielle, mais surtout qu'il est très difficile d'isoler le changement climatique des autres facteurs belligènes, qu'ils soient d'ordre politique, démographique ou socio-économique, et également de faire la part de son importance respective. Tous ces facteurs s'entremêlent en un cocktail plus ou moins détonnant. Cette absence de lien de causalité directe ne peut toutefois masquer la gravité de la situation, car si nous sommes d'ores et déjà en mesure d'identifier les conséquences sécuritaires d'un réchauffement dépassant de peu 1 degré, quelles seront-elles lorsque la planète sera 2 ou 3 fois plus chaude ? N'entrerions-nous pas alors dans une longue période que l'on nommera peut-être la guerre chaude ? Cette question soulève celle d'une reconnaissance du changement climatique en tant que menace à la paix et à la sécurité internationale qui permettrait au Conseil de sécurité des Nations Unies de se saisir de la question. Le débat piétine à l'ONU depuis 2007, où plusieurs grands pays, notamment les BRICS, s'opposent à ce que le Conseil de sécurité élargisse son champ de compétences au détriment des fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social. Reconnaissons tout d'abord que le changement climatique n'obéit pas à la définition généralement admise pour distinguer risques et menaces. Celle qu'en donne le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 est à cet égard exemplaire. Je le cite. « Par menace, on entend toutes les situations où la France doit être en mesure de faire face à la possibilité d'une intention hostile. Par risque, on entend tous les périls susceptibles, en l'absence d'intention hostile, d'affecter la sécurité de la France. Ils comprennent donc aussi bien les événements politiques que des risques naturels, industriels, sanitaires ou technologiques. » Fin de citation.
Cette définition semble clairement écarter le changement climatique de la catégorie des menaces, celui-ci n'ayant aucune intention hostile malgré ses conséquences catastrophiques, ce pourquoi l'usage récent tend à le définir comme un amplificateur des risques, certains cherchant néanmoins à introduire la notion d'amplificateur des risques et des menaces pour en souligner à la fois la gravité, mais aussi, notamment, parce que le changement climatique exacerbe les tensions dans certains pays, contribuant ainsi à gonfler les rangs de groupes armés terroristes, que ce soit au Sahel, au Nigeria, dans la Corne de l'Afrique ou en Afghanistan. Si l'on comprend le désir de la plupart des États d'amener le Conseil de sécurité à introduire le changement climatique dans le cadre de ses activités dites classiques, de maintien de la paix et de la sécurité internationale, il convient également de comprendre les arguments de ceux qui s'y opposent. Au-delà de l'argument de principe peu convaincant d'un empiètement sur les attributions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social, l'Inde a aussi soutenu l'idée qu'en reconnaissant le changement climatique comme une menace à la paix, le Conseil de sécurité pourrait un jour décider de prendre des sanctions à l'égard des pays ne respectant pas leurs engagements au titre des accords de Paris. Argument qui peut sembler théorique dans le contexte présent, mais qui n'est pas pour autant dénué de tout fondement. D'autant que les BRICS peuvent craindre qu'en tant qu'émetteurs de 44% des émissions de gaz à effet de serre en 2018, contre 27% en 2000 et 32% pour les pays de l'OCDE, ils ne soient un jour accusés de porter atteinte eux-mêmes à la paix et à la sécurité internationale. Mais est-ce là tout ce qu'il est possible de faire en matière de sécurité climatique au niveau international ? Il est ainsi frappant de constater le peu d'attention collective portée au rôle et à la contribution des forces armées à cet égard, que ce soit en matière d'atténuation et de protection de la biodiversité, d'anticipation, de protection des personnes, de prévention, et lorsque celle-ci échoue et qu'il est décidé d'engager des opérations militaires. Il n'est pas non plus fréquent d'entendre évoquer les conséquences du changement climatique sur les 61 opérations multilatérales de paix à travers le monde, celles de l'ONU, de l'UE, de l'OSCE, de l'OTAN, ou celles qui sont engagées dans le cadre de coalitions ad hoc, et dans lesquelles près de 140 000 soldats sont engagés dans une trentaine de pays, dont les 2 tiers figurent parmi les plus vulnérables au changement climatique. C'est pourtant au sein de la communauté de défense, américaine en l'occurrence, que sont apparues les premières réflexions sur les conséquences du changement climatique sur la sécurité nationale et internationale. Ainsi, dès la fin des années 80, apparurent les premiers rapports de la communauté de défense américaine intégrant le changement climatique parmi les facteurs susceptibles d'affecter la sécurité. En 1991, le National Security Strategy, adopté par l'administration Bush, fut le premier document public de ce type au monde à considérer le changement climatique comme étant aussi un facteur de sécurité, un problème de sécurité. Depuis, une centaine d'autres rapports officiels ont été publiés illustrant l'avance conceptuelle américaine en matière de sécurité climatique, terme nouveau visant à dépasser celui, que je trouve extensif et flou, de sécurité environnementale qui ne permet pas de rendre compte de l'importance du changement climatique en tant que game changer stratégique. En Europe, la réflexion stratégique fut plus tardive, le Royaume-Uni faisant figure de pionnier, notamment en organisant le premier débat aux Nations Unies sur les implications sécuritaires du changement climatique en 2007. Et c'est seulement en 2008 que la National Security Strategy britannique et le Livre blanc français ont mentionné le changement climatique en tant que facteur affectant la sécurité nationale et internationale, mais de façon très modeste pour ce dernier. De plus, l'analyse stratégique prospective est restée purement intellectuelle et n'a pas conduit à identifier des actions à conduire. Ces actions relèvent de 2 ensembles distincts et complémentaires. Il n'existe pas, ou pas encore, un corpus de définition agréé au niveau international et national relatif aux politiques publiques visant à répondre aux défis de sécurité posés par le changement climatique et à réconcilier défense et environnement. Ainsi parle-t-on alternativement de sécurité environnementale, de défense verte, de sécurité climatique, de nexus climat-sécurité. Ce sont des mots-valises ou des concepts qui sont rarement définis et qui semblent couvrir peu ou prou le même champ. Aussi est-il proposé de retenir ici 2 grandes catégories d'actions avec leurs dénominations distinctes. La première regroupe toutes celles qui participent à titre principal aux politiques publiques de développement durable. Les mesures de protection de l'environnement et de la biodiversité, d'économie d'énergie,
de réduction de la consommation d'énergie fossile et d'émissions de gaz à effet de serre, de respect des normes environnementales pour les équipements de défense, de traitement écologique des déchets et de dépollution des théâtres d'opérations en France et à l'étranger. Ces mesures contribuent pour certaines d'entre elles à la politique d'atténuation, qui reste l'objet central des accords de Paris sur le climat, mais concernent aussi des domaines environnementaux qui n'ont pas un lien direct avec le changement climatique. Pour dénommer cet ensemble varié mais cohérent de mesures à caractère écologique, les termes de politique de développement durable de la défense, voire de défense verte si l'on veut faire plus court, me semblent adaptés. Leur point commun, et c'est un point important, le plus important est qu'elles contribuent à la maîtrise et à la réduction de l'impact des institutions de défense sur l'environnement. La seconde catégorie obéit à une logique exactement inverse. Elle regroupe les mesures d'adaptation des institutions de défense au regard de l'impact du changement climatique sur le contexte stratégique, les missions des armées et leurs moyens de mise en œuvre. C'est ce qu'il est proposé de dénommer la sécurité climatique, terme qui permet de faire allusion au fait que le dérèglement du climat constitue un facteur de changement majeur, un game changer, des conditions de sécurité au niveau national et international. Une certaine porosité peut exister entre les deux catégories d'actions. Il en est ainsi, par exemple, du programme EcoCamp 2025, qui vise à contribuer à l'adaptation des infrastructures de défense à l'étranger afin de renforcer leur autonomie énergétique et hydrique, ce qui permet de réduire leur dépendance aux flux logistiques et l'exposition de ceux-ci aux menaces. Ce programme peut certes contribuer à la réduction de la consommation d'énergie fossile et à l'émission de gaz à effet de serre, mais il s'agit d'effets incidents, d'externalités positives qui ne sont pas, me semble-t-il, à l'origine du programme. Je voudrais dire enfin quelques mots sur l'exemple français. En France, c'est surtout à partir du Grenelle de l'environnement en 2007 que le ministère de la Défense a défini une politique environnementale, puis une stratégie de développement durable de la défense en 2012, qui précisait des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et d'économie d'énergie, de traitement des déchets, de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, notamment dans l'important domaine foncier de la défense, qui est d'environ 2500 km². Cette stratégie a été mise à jour et la ministre des Armées a donné une nouvelle impulsion à cette politique de défense verte dans son discours de Saint-Christol en septembre 2019, confiant notamment à une task force ministérielle le soin de proposer des objectifs ambitieux en matière de transition et de sécurité énergétique compatibles avec les contraintes opérationnelles et financières. La stratégie énergétique de défense publiée en septembre 2020 apporte ainsi une réponse globale en matière d'énergie, fixant des objectifs clairs en matière de réduction de la consommation d'énergie fossile, de développement de l'efficacité opérationnelle et de renforcement de la sécurité énergétique. En matière d'équipement de défense, la politique d'éco-conception, déjà mentionnée, a été engagée par la Direction générale de l'armement à partir de 2004, afin, à titre principal, d'anticiper les normes environnementales de plus en plus contraignantes au niveau européen notamment, ainsi avec la directive REACH de 2006 sur les substances chimiques, susceptibles d'affecter la disponibilité opérationnelle des équipements. Cette politique a également contribué aux objectifs gouvernementaux de développement durable, l'éco-conception des équipements permettant dans certains cas de réduire leur consommation d'énergie et de gérer de manière écologique les déchets, tout en permettant d'augmenter leur autonomie, amélioration constituant autant d'arguments opérationnels, mais aussi commerciaux, dans le cadre de la promotion des équipements à l'exportation. La FREMM, la frégate européenne multimission, a constitué le résultat le plus emblématique de cette approche globale, avec son système de propulsion hybride et ses équipements de traitement des déchets à bord. Ainsi, la contrainte environnementale peut-elle être un facteur d'innovation important, et plusieurs centaines de programmes d'équipement ont depuis suivi les procédures d'éco-conception. Toutefois, il faut faire une différence entre ces programmes et ceux, en plus petit nombre, qui relèvent d'une démarche de climato-conception, c'est-à-dire visant à répondre aux contraintes issues du changement climatique, notamment calorique et hydrique. Ces deux volets d'action, politique de développement durable et éco-conception, s'ils ne sont pas liés à des considérations stratégiques ni spécifiquement au changement climatique, contribuent néanmoins à répondre aux défis que pose ce dernier. Les institutions de défense, particulièrement dans les pays occidentaux, ont désormais compris qu'elles devaient s'engager dans des politiques volontaristes d'atténuation via la réduction de leur consommation d'énergie fossile,
et de leurs émissions de CO2, à la fois pour contribuer aux politiques publiques de développement durable et également pour prévenir les risques, les critiques d'une opinion qui est souvent plus sensible à l'urgence climatique qu'aux nécessités de défense. L'action des armées en matière de défense verte vise ainsi à répondre aux aspirations environnementales de la population, à participer aux efforts collectifs en vue de parvenir à la neutralité carbone au milieu du siècle, et également à se protéger d'éventuels procès politiques conduisant, pour simplifier, à accuser la défense d'être un pollueur majeur et à préférer dépenser pour assurer la transition énergétique plutôt que pour la défense. Mais ce n'est que très récemment que la question de l'adaptation des armées aux défis du changement climatique a commencé à être posée en Europe et en France. Cette dernière apparaissant désormais comme l'une des nations les plus engagées en matière de défense verte et de sécurité climatique au niveau international, comme le souligne une étude comparative réalisée l'an dernier par l'Institut néerlandais Clegendel. Le premier véritable travail de recherche approfondi conduit en France fut commandé par le CICDE, déjà en pointe. Il fut réalisé par l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, en juin 2014. Il contient une analyse détaillée des risques nationaux et internationaux, des impacts possibles sur les missions de défense, des scénarios, ainsi qu'une série de recommandations argumentées. Il a contribué à une prise de conscience des enjeux au sein du ministère en changeant d'échelle, c'est-à-dire en donnant des exemples précis d'impact opérationnel du changement climatique. D'autres facteurs ont naturellement favorisé la bascule de 2015, et notamment la publication de la sénatrice écologiste par la sénatrice écologiste Leila Aïchi du livre vert pour la défense en 2013, cité par le chef d'état-major des armées, et qui a permis de jeter un pont entre la mouvance écologiste, traditionnellement assez peu ouverte aux questions de défense, et la communauté militaire. C'est dans ce contexte, et naturellement aussi dans celui de la forte mobilisation gouvernementale pour le succès de la COP21, que le ministre de la Défense d'alors, Jean-Yves Le Drian, accepta la première proposition contenue dans le livre vert, consistant à organiser une conférence internationale des ministres de la Défense afin d'échanger sur les enjeux de sécurité et de défense du changement climatique. Elle s'est tenue à l'école militaire en octobre 2015 et contribua à introduire les enjeux de sécurité climatique dans le quotidien du ministère, au moins de certains de ses organes. Cette première mondiale fut considérée comme un succès, réunissant 600 participants, 37 délégations internationales de haut niveau, dont 15 ministres de la Défense. Jean-Yves Le Drian y déclara notamment, je le cite, que l'ampleur et la diversité des défis soulevés par les changements climatiques sur le plan sécuritaire, au niveau national et international, nécessitent une analyse globale de leur incidence sur les fonctions stratégiques, connaissance et anticipation, protection, prévention et intervention. Aussi, comme le souligne le communiqué de finale du ministre, il était jugé prioritaire de soutenir la recherche stratégique et la coopération internationale, deux axes d'effort qu'allait suivre la DGRIS avec un soutien croissant des armées. La première étape a consisté à créer un observatoire géopolitique des enjeux du changement climatique en termes de sécurité et de défense, outil précieux de connaissance, de production, de partage, qui a beaucoup contribué à sensibiliser les armées et services du ministère aux enjeux de l'adaptation, en conduisant des travaux d'anticipation, d'analyse des implications pour la défense, dans un cadre national et international. Cette priorité de donner aux travaux d'anticipation et de connaissance est fondamentale. C'est la démarche suivie par d'autres pays, notamment les États-Unis, qui permet d'irriguer les réflexions portant sur les actions envisageables relevant des autres fonctions stratégiques. Ces travaux ont été d'autant plus importants qu'ils correspondaient aux besoins assez spécifiques de la France en matière de sécurité climatique, si on les compare à ceux de ses partenaires de l'Union européenne, par exemple. Cela tient à plusieurs facteurs. Une présence française importante, plus de 2,7 millions de Français des DROMCOM, vivant dans des zones du globe particulièrement exposées aux risques climatiques. Une présence militaire mondiale, au travers des forces de souveraineté, de présence et en opération extérieure dans des régions très exposées aux conséquences du changement climatique et qui s'appuie sur le second réseau mondial de bases et points d'appui militaires potentiellement vulnérables. Enfin, les forces armées françaises contribuent depuis longtemps aux opérations de sécurité civile sur le territoire national. L'opération FAISTAS a été lancée en 1984
et aussi de secours humanitaire à l'étranger. Peut-être peut-on passer une autre carte ? Celle-ci illustre les opérations, à la fois les événements climatiques extrêmes et les opérations de secours humanitaire qui ont été engagées par nos forces sur les différents théâtres, que ce soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien ou dans la Caraïbe. Pour sa part, la Marine nationale joue un rôle central en matière de surveillance et de protection des espaces maritimes, de lutte contre les activités illicites qui s'y développent. Cette fonction garde-côte d'action d'État en mer représente environ 1/5 de ces activités opérationnelles. Or, le changement climatique aura pour effet d'accroître la pression sur les ressources halieutiques déjà surexploitées dans de nombreuses régions et par là même celle des activités de pêche illicite dans les eaux sous juridiction française, soit un espace de plus de 11 millions de kilomètres carrés. Les travaux de prospective réalisés par les chercheurs de l'Observatoire, qui disposent de cette capacité à traduire, à synthétiser un immense corpus scientifique sur les questions climatiques, en évolution constante et qui n'est pas toujours d'un accès facile, ont permis ainsi d'engager une analyse des impacts sécuritaires du dérèglement climatique et de leurs conséquences sur les missions des armées. Un travail de cartographie des risques climatiques a ainsi été engagé, analysant dans différents pays ou régions l'évolution probable, selon la communauté scientifique, des températures, des précipitations, des événements climatiques extrêmes, de l'élévation du niveau de la mer, en pointant leurs conséquences possibles sur la stabilité et la sécurité, en tenant compte des niveaux d'organisation et de résilience des acteurs. Ainsi, une nouvelle carte des risques a commencé à être dessinée, juste commencé, qui se superpose, ou plutôt s'imbrique, à celle traditionnelle des risques politico-militaires, essentiels à l'anticipation du contexte stratégique à long ou très long terme. Ces études ont également permis de mettre en lumière les conséquences de ces évolutions sur les missions des armées, d'ordre très variés. Il s'agit dans certains cas d'anticiper un recours croissant aux forces armées pour conduire des opérations de secours humanitaire après des catastrophes naturelles. Dans d'autres, il s'agit d'envisager la réduction ou le déplacement des ressources halieutiques susceptibles de modifier la géographie et l'intensité des missions de surveillance dans certains espaces maritimes. Il s'agit aussi d'anticiper les risques climatiques sur les infrastructures critiques, tant militaires que civiles, dont la destruction ou l'endommagement est susceptible d'affecter les capacités opérationnelles des armées et, en conséquence, leur possibilité de remplir notamment leurs missions en matière de protection et d'assistance. La liste est naturellement plus longue encore, mais ces travaux de recherche conduits à la demande des armées et services du ministère ne constituent qu'une première étape, par l'objectif reste bien qu'ils soient intégrés et approfondis en interne pour pouvoir déboucher sur des mesures effectives d'adaptation. Car soyons lucides, les institutions de défense en général, et la France n'échappe pas à ce constat, même si elle figure dans le peloton de tête des pays les plus engagés, n'ont pas encore pleinement intégré la nécessité de définir et mettre en œuvre une stratégie d'adaptation globale à tous les niveaux et couvrant l'ensemble des fonctions stratégiques définies par le Livre blanc. La connaissance et l'anticipation, la protection, la prévention, l'intervention, mais aussi la dissuasion. Les fonctions stratégiques sont toutes concernées par les effets du changement climatique, certes dans des proportions variables, et les armées du monde entier devraient s'engager dans une politique globale d'adaptation portant sur l'ensemble du spectre de leurs activités, tant en matière de doctrine que de formation et d'entraînement, pour permettre aux soldats et au matériel de s'adapter au renforcement des contraintes énergétiques, caloriques et hydriques, en matière logistique, d'infrastructure, d'organisation, de coordination interne et interministérielle, et aussi en matière de coopération internationale. Aucune institution de défense n'a encore élaboré une telle stratégie générale en matière d'atténuation et d'adaptation, même si le président Biden semble vouloir mettre les bouchées doubles et rattraper le temps perdu des années Trump. Il s'agit d'un défi encore mal identifié par de nombreuses forces armées à travers le monde qui considèrent encore souvent que le changement climatique est essentiellement l'affaire des diplomates, des agences responsables de l'environnement, du développement, de la réponse aux catastrophes naturelles ou du soutien à la transition énergétique. C'est particulièrement le cas dans les pays en développement où les forces armées sont focalisées sur les défis de sécurité intérieure ou des missions de défense conventionnelles face à des menaces extérieures.
Toutefois, la nouvelle feuille de route de l'UE adoptée en janvier 2021 sur le changement climatique et la défense, le plan d'action qui devrait être adopté au sommet de l'OTAN en juin prochain, ainsi que les mesures décidées par le président Biden dès son arrivée au pouvoir en matière de sécurité climatique, vont changer la donne. Le président Biden a ainsi commandé une étude conjointe des agences de renseignement sur l'impact sécuritaire du changement climatique, ainsi qu'un plan d'action sur l'adaptation des installations et des opérations, et nommé John Kerry, son représentant spécial pour le climat, lequel participe au National Security Council. Ces quelques exemples illustrent l'accélération du processus de prise en compte des enjeux de défense et de sécurité du changement climatique au niveau international. En France, le rapport parlementaire de 2012 suggérait des voies de progrès intéressantes, celle par exemple de nommer un représentant spécial du ministre afin d'assurer la coordination des services au sein du ministère avec les autres administrations nationales et au niveau international. C'est exactement ce qu'a décidé le président Biden à son arrivée au pouvoir en janvier dernier. Un nouveau rapport d'information parlementaire publié en janvier 2021 va dans le même sens, en proposant un renforcement de la gouvernance climatique et une intégration du défi sécuritaire du changement climatique dans les prochains livres blancs et lois de programmation militaire. De telles initiatives dessineraient, il me semble, un horizon, traceraient des lignes d'effort, faciliteraient les échanges d'informations et d'expériences au sein du ministère et au-delà, tout en favorisant l'appropriation progressive du sujet par les différentes armées et organismes du ministère. C'est exactement le processus que propose le rapport britannique d'orientation stratégique remis par le lieutenant-général Nudgy il y a 2 mois et qui couvre à la fois les questions de transition énergétique et d'adaptation des forces armées. S'il ne s'agit pas d'une stratégie ministérielle stricto sensu, ce rapport dresse le panorama des enjeux et propose une méthodologie, une méthode permettant, en 3 étapes successives étalées sur 30 ans, d'engager le ministère britannique dans une politique transformationnelle majeure. Le ministère des Armées, pour sa part, dispose de très nombreux atouts pour conserver une position en pointe sur les questions de défense verte et de sécurité climatique au niveau international. Et de nombreux signes, comme l'organisation du colloque d'aujourd'hui, montrent que la réflexion politique et militaire a considérablement mûri depuis le dernier livre blanc, qui faisait malheureusement totalement l'impasse sur le changement climatique, même si la revue stratégique de 2017 a clairement rectifié le tir. Ainsi, doit-on espérer que les changements de fond intervenus ces dernières années et une nouvelle configuration internationale favoriseront l'impulsion politico-stratégique permettant aux armées de se mettre en ordre de marche pour se préparer à répondre à l'un des plus grands défis et défis stratégiques du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Regaud, pour cet excellent exposé. On va faire une petite pause, on est un tout petit peu en avance, donc je vous propose de faire une pause et de revenir pour 10h45.